Bienvenue à la grotte des Grandes Canalettes. Je m'appelle Edmond Delonca, je suis spéléologue, ce qui m'a valu d'avoir la chance de découvrir cette magnifique salle que nous avons baptisée la salle blanche, pour la simple raison que lorsque vous pénétrez dans le noir absolu dans une salle avec comme seul éclairage la petite flamme que nous avons sur le casque, il est évident que c'est la couleur blanche qui domine le plus à nos yeux. Alors cette salle, nous avons une chance, c'est qu'à elle seule, c'est un véritable petit musée souterrain. Et on y retrouve tout ce qu'on peut voir dans une grotte en matière de concrétion. Mais avant de vous la présenter, cette salle, eh bien, je vais répondre à une question que vous ne m'avez pas posée et qu'on nous pose souvent. Quel effet ça doit faire d'être le premier à voir quelque chose que personne n'a jamais vu? Eh bien, cette question, nous répondons par une phrase, je dirais, un peu humoristique, à savoir que le plaisir du spéléologue, c'est justement de poser son regard là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Mais un jour, il m'a été répondu, « Monsieur, l'essentiel dans la vie, ce n'est pas de découvrir pour la première fois ce que personne n'a jamais vu, mais de méditer comme personne n'a médité sur ce que justement tout le monde a devant les yeux. » Alors vous est-il arrivé de méditer devant un robinet d'eau qui coule? Sûrement pas. Quand on ouvre le robinet, il faut que ça coule. Et si ça ne coule pas, on téléphone. Et s'il n'y avait plus d'eau, nous sommes bien nés dans l'eau. Sans eau, il n'y aurait pas de vie, et sans eau, nous ne serions pas ici, parce que ça, c'est le travail de l'eau. Il faut que vous sachiez que ici, sous terre, c'est un autre monde. Est-ce que vous savez où vous êtes ici? Vous êtes dans une grotte. Eh bien, moi, je vais être plus précis. Vous êtes au fond de la mer. Il faut savoir que ces rochers, ces calcaires, résultent de dépôts de sédiments calcaires au fond des mers qui ont atteint des milliers de mètres d'épaisseur, qui ont été soulevés par des mouvements de l'écorce terrestre, qui se sont creusés à des époques glaciaires et qui se sont ornementés à des époques tropicales. Les vallées dehors n'existaient pas, ces montagnes étaient bien plus hautes. Donc, pour vous donner des chiffres, ces calcaires datent de l'ère primaire, c'est-à-dire qu'ils ont environ 395 millions d'années. La grotte s'est creusée, elle, il y a environ 40 millions d'années, c'est-à-dire 25 millions d'années après la disparition des dinosaures, qui eux ont vécu 120 millions d'années. Ce qui veut dire que nous, ici, avec nos 100 ans d'espérance de vie, nous ne représentons rien du tout. Une seconde. Eh bien, vous voyez, on pourrait méditer sur ce qu'on a devant les yeux. Pourquoi? Parce que ce que vous avez devant les yeux, tout ce que vous allez voir tout à l'heure, c'était tel que vous le voyez, qu'on ne savait pas qu'un jour l'être humain existerait sur la Terre. C'était comme ça. Et nous disparaîtrons un jour, comme d'autres espèces ont disparu, que là, ça n'aura pas changé. C'est pour ça que cette nature,
eh bien, il faut la protéger un maximum, ce qui n'est pas fait en ce moment. Voilà. Alors, les concrétions, les plus classiques, c'est au plafond. Les stalactites qui tombent au sol, les stalagmites qui montent. Avec une différence entre la stalactite et la stalagmite, c'est que la stalagmite résulte de l'écoulement de l'eau de la stalactite du plafond, qui elle a une particularité, qui est tubulaire. Ça veut dire qu'elle est creuse, comme un tube. Elle se forme par l'eau qui la traverse au milieu, dans son axe. Bon, cette goutte d'eau dépose du calcaire, la stalactite s'allonge, cette même goutte d'eau tombe au sol, redépose le calcaire qui lui reste. La stalagmite monte. Et cette stalagmite, comme elle résulte de l'écrasement de la goutte d'eau, elle est pleine et arrondie. Donc vous pouvez le voir. Par contre, si l'eau coule nuit et jour, une stalagmite grandit d'1 centimètre tous les 100 ans. C'est-à-dire que si vous pouviez revenir dans cette salle dans 100 ans, eh bien ça n'aura pas changé. Dans 1000 ans non plus, ça ne fait que 10 fois 100 ans. Et dans 10 000 ans, où serons-nous? Ensuite, quand elles se rejoignent, eh bien, ça forme des colonnes. Alors la jonction, je l'ai appelée la rencontre des siècles, parce qu'il a fallu des milliers d'années, et les derniers siècles pour qu'elles se rejoignent. Ensuite, ça forme des colonnes, comme vous avez tout autour de cette salle. Et tout à l'heure, vous allez en voir de bien plus grandes. Ensuite, vous avez des stalactites très fines, qui ressemblent à des macaronis. On appelle cela des fistuleuses. Elles peuvent faire jusqu'à 4 mètres de long. Inutile de vous dire qu'après on les touche, ça casse. Alors, elles ne sont pas cassées, pourquoi? Parce que malgré les millions d'années qu'il y a eu dans cette salle, eh bien, les tremblements de terre dans la grotte n'ont aucune incidence. Ici, on ne risque rien. Nous sommes les personnes les plus en sécurité. Et même l'air que nous respirons est meilleur que celui dehors, car c'est de l'air humide, donc dépoussiéré. C'est de l'air équivalent à celui de la haute montagne. Et ensuite, vous verrez qu'au plafond, il y a des stalactites aux formes bizarres. Elles partent dans tous les sens. Elles ne sont pas dans l'axe. Elles sont excentrées. On appelle cela des excentriques. Et il y a un plafond de plus de 100 mètres long qui est quelque chose d'exceptionnel que vous verrez tout à l'heure dans la partie supérieure. Ensuite, vous pouvez remarquer qu'il y a des différences de couleur. Eh bien, ces différences de couleur sont dues à l'oxyde qu'il y a dans la roche que traverse l'eau. S'il y a de l'oxyde de fer, ça donne la couleur rose saumonée ou couleur rouille. S'il y a de l'oxyde de manganèse, ça vous donne une couleur grise ou noire. Et quand la roche est pure, eh bien, la couleur est blanche. Comme vous pouvez le voir également, au sol, il y a des petites cuvettes pleines d'eau qui s'appellent des gourds. Certains sont festonnés et ces gourds se remplissent par l'écoulement de l'eau des stalactites du plafond. Mais cette eau, elle s'infiltre sous vos pieds dans des galeries que nous explorons. Et tout à l'heure, vous allez voir, vous allez passer au-dessus d'un puits que j'ai dégagé et on a atteint la partie noyée du massif. Donc vous avez des galeries sous vos pieds, aussi importantes que celles que vous allez voir tout à l'heure, pleines d'eau. Ce sont des millions de mètres cubes d'eau que nous avons stockés dans ces massifs calcaires que les spéléologues ont découvert et qui peut-être nous seront utiles un jour. Hein? Car si on manque de pétrole, eh bien on s'en passera. Et de l'eau, on ne pourra pas s'en passer. L'eau, c'est la vie. Voilà, alors je crois que je vous ai pratiquement tout dit, à part que sur cette paroi inclinée que l'on appelle la faille, le long de laquelle s'est creusée la grotte, et que vous allez suivre tout au long de la visite, eh bien, grâce à l'inclinaison, on peut observer des concrétions en forme de ruban. Alors, ces concrétions en forme de ruban, ça s'appelle des voiles de calcite, c'est le genre du calcaire, et vous verrez que ces voiles de calcite sont plus ou moins plissées les uns que les autres. Ce plissement est dû à la goutte d'eau qui suit l'irrégularité de la roche. Et lorsque les voiles de calcite sont plus longs, on appelle cela des draperies. Et il est évident que chacune et chacun d'entre vous, selon où vous êtes placé, et avec de l'imagination, vous pouvez retrouver, à travers certaines concrétions, des formes figuratives. On va faire le plein des esprits de la grotte. Bonne idée. Alors, on a du travail. Il y a du travail. Là, par exemple, là-haut, on dirait une statue avec un enfant accroché. Ouais. Hein? Ah ouais. Ah ouais. Eh ben, il y a quelque chose dessus. Ouais. D'après moi, c'est Un elfe. un elfe. Une Ouais. elfe, peut-être. C'est peut-être une elfe. Oui, ou une elfe. En fait, il y a énormément d'elfes. Ouais. À Bourg, il y a une école. Il avait bougé vite, le grand elfe, quand on lui avait posé la question. Oui. Il avait bougé. Ils nous comprennent super. Est-ce qu'il y a beaucoup d'elfes? 18. Là, c'est cette genre de draperie aussi, il y a quelque chose. C'est une grande fée sur la... Grande fée, tu crois? Oh, non, pas grande.
Mais je me demande si c'est pas un grand elfe, moi aussi. Ouais, c'est où? Ça, on a une grande fée. Grande fée? Ouais. On me pose la question. Allez, vas-y. Alors, si tu es une grande fée, est-ce que tu peux aller sur la pointe du rocher là? Des grandes fées comme ça, t'en as déjà rencontré ailleurs? Non, d'après moi, c'est un grand elfe. Si tu es un grand elfe, est-ce que tu peux aller sur ce rocher-là? Ouais. Ouais. C'était C'était un elfe, parce que c'était plus fin qu'une fée, j'avais trouvé. C'est un elfe. Merci. Il est revenu. Mais des grandes fées comme ça, t'en avais déjà rencontré ailleurs? Les grandes fées comme l'autre de la 9e dimension, non. Non. C'est la première fois, non, 7e dimension même. C'est la première fois que je rencontre une grande fée comme ça. Bon, on l'a appelée grande fée, peut-être que c'est plus grand qu'une fée encore. Je m'appelle Yann Lipnik, je suis géobiologue et j'ai décidé d'amener des enfants dans ce lieu merveilleux, cette grotte, les grottes féeriques de la Canalette. Les découvreurs de ces grottes, qui les ont nommées ainsi, ne savaient pas à quel point ils disaient la vérité, car ce lieu est peuplé d'êtres fantastiques qui sont là peut-être depuis des millions d'années. Il y a entre autres des vouivres géantes, des dragons, ainsi que des grandes et puissantes fées de lumière qui se trouvent dans les colonnes que nous voyons derrière nous. Il y a aussi tout un peuple de gnomes, il y a même quelques elfes. On a découvert ainsi dans cette grotte des phénomènes extraordinaires dont les gens ne prennent pas vraiment conscience, puisqu'en fait ils sont plutôt attirés par la beauté visuelle de ces concrétions et de ces phénomènes. Cependant, ces phénomènes ont pris des formes qui ont dû, au cours des milliers et des millions d'années, attirer des esprits particuliers que l'on ne trouve pas ailleurs et dont la taille dépasse l'imagination. On va ainsi essayer de communiquer avec quelques-uns de ces esprits pour voir si nous pouvons entrer en contact avec eux. Bonjour, je m'appelle Clémence, j'ai 16 ans et j'ai appris avec Yann à communiquer avec les êtres de la nature. Mais depuis longtemps, depuis que j'ai 7-8 ans, je communique aussi avec les arbres, l'esprit des arbres, et par télépathie. Et c'est un grand apprentissage sur ce qui existe et qu'on ne voit pas. Donc ça apprend aussi à prendre confiance en soi par rapport à ce qu'on ressent. Donc voilà, j'apprends et petit à petit on découvre plein de nouveaux êtres, c'est vraiment extraordinaire. Bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 11 ans. Avant je voyais des choses, je ne savais pas si elles étaient bonnes pour moi ou moi. Et puis à un festival Éveillé Action, j'ai rencontré Yann et il m'a appris ce que c'était en fait, c'était les esprits de la nature. Et après j'ai appris comment mieux les voir et comment s'allier avec eux, tout ça. Alors, je m'appelle Salomon, j'ai 9 ans et moi aussi je communique avec les esprits de la nature. Au début, je voyais des trucs bouger mais je savais pas trop ce que c'était. Et après, un stage de Yann, il m'a confirmé que c'était des esprits de la nature et voilà. Le premier être de la nature que j'ai vu et que j'ai rencontré, c'était un lutin farceur. Il me tirait à la langue, il me faisait des blagues et voilà. Dans ce que j'ai vécu avec les arbres, il y a un arbre en particulier que j'ai rencontré, un noyer, qui sait beaucoup de choses. Il n'est pas très très vieux, il doit avoir 40 ans, mais il a déjà acquis une grande sagesse et donc c'était très amusant parce que dès que j'avais une question ou j'étais en colère par rapport à quelque chose,
j'allais le voir et je lui expliquais tout. Et à chaque fois, il avait une réponse, donc c'était super. Et ce qu'il y avait de bien aussi, mais qui était pas toujours facile, c'est que quand il faut qu'on se remette en question, les arbres n'hésitent pas à nous le dire. Par exemple, quand on est en colère contre quelqu'un, eh bien, ils nous font très bien comprendre que ça peut être de notre faute aussi. Donc c'est vraiment super parce qu'on s'enrichit toujours et je pense que les arbres aussi aiment qu'on aille parler avec eux. Bon, ben, j'ai une histoire avec un dragon. J'étais chez moi en fait. Et j'étais dans mon jardin et puis voilà. Et puis à un moment, je pensais à un mot comme ça m'est venu tout d'un coup à l'idée. Et le mot c'était chimère. Et tout d'un coup, il y avait un gros truc qui était arrivé dans mon jardin. Là. Et je le voyais. C'était un gros dragon à 2 têtes avec des écailles. Et c'était assez spécial. Après, je lui ai posé des questions, je lui ai parlé et tout ça. Et maintenant, c'est mon ami. Et voilà. La première fois que j'ai rencontré un esprit de la nature, moi, c'était sur une pierre que j'ai trouvée sur un vortex. C'est un phénomène fort vibratoire qu'il y a dans la nature. Et cette pierre, elle m'avait attiré. Mais je ne savais pas pourquoi, je n'avais pas vu qu'il y avait un esprit de la nature. Mais j'ai demandé l'autorisation à la pierre si je pouvais la prendre et j'ai senti que oui. Et je l'ai ramenée chez moi. Et là, je l'avais mis dans ma cave, dans un endroit où je suis souvent. Et puis, souvent, je la touchais, je sentais que la pierre, elle était chaude, il y avait quelque chose qu'elle était spéciale, cette pierre, mais je n'avais pas vu qu'il y avait quelque chose dessus. Jusqu'au jour, un ami me dit, mais est-ce que tu as regardé s'il n'y a pas un esprit sur la pierre, un gnome ou quelque chose comme ça? J'ai dit, ah non, je peux regarder. Puis bon, ça m'est passé, parce que j'étais loin, quand il m'a dit ça, j'étais loin de chez moi. Finalement, quelques semaines plus tard, en rentrant chez moi, je vais revoir la pierre et plus rien. Elle était devenue froide, comme une pierre normale. Je me dis, il avait peut-être raison. C'était peut-être qu'il y avait quelque chose sur la pierre qui est parti. Alors j'ai repris la pierre, je l'ai ramenée dehors au soleil. Je me suis dit, peut-être que ça va revenir, quelque chose qui va revenir sur la pierre. Et puis, 1 ou 2 jours plus tard, alors que je mangeais au même endroit où il y avait eu cette pierre, je sens une présence à côté de moi. En fait, le gnome, c'était un gnome qui avait sur la pierre, et il était sorti de la pierre, il s'était mis sur une chaise. Et donc, moi, je sens un peu comme une présence à côté de moi, je teste, et là, je découvre un petit être, grand comme ça, on va dire de 60 cm, et là, je comprends que c'est un gnome. Et là, je me suis dit, il est sur cette chaise, il faut absolument que je mette la chaise ailleurs, que personne ne s'assoie sur la chaise, pour pas écraser le gnome. Donc j'ai pris la chaise, je l'ai amenée derrière dans un autre coin de la cave où personne ne va, et je me suis dit là, il va être tranquille, et puis peut-être que petit à petit, je vais réussir à communiquer avec lui. Et c'est ce qui s'est passé. Ben, je vais vous faire voir comment on communique avec les gnomes. Alors des gnomes, on va aller peut-être en voir de plus près. Remarque qu'il doit y en avoir là, mais là-bas, il y a des endroits plus beaux, il y a des gnomes. Tiens, là par exemple. Là où il y a les... Là-dedans, je suis sûr qu'il y en a. Parce que ça ressemble à un petit village. Là, il y en a un. Ouais. J'ai une idée, si on faisait une offrande à un gnome. Peut-être qu'on fait une offrande. J'ai amené du miel. Ah ouais, il va être content. Ouais. Moi, j'ai rien. Alors, je vais vous faire voir un truc. Comment on est sûr qu'il va manger le miel ou pas? Ben, on dit offrande à un gnome. Il y a tous les gnomes de la... Alors, attends. Le mieux, déjà, il faut ouvrir le pot. Alors, déjà, avant qu'ils viennent, parce qu'il ne faut pas leur dire au début que c'est pour eux. Alors, que personne ne vienne. On mesure le miel. Non, mais là, fais-toi plutôt comme ça. Comme ça, on verra le miel. On va mesurer l'énergie du miel. Alors, mesurer à combien ce miel il est en pourcentage. Moi, je tiens la lampe. Je ne l'ai pas chargé, c'est du miel normal. Mais... 400%. Ouais, 400. Ben, c'est du super bon miel qu'on m'a donné. Eh ben, si le gnome, il vient manger le miel, tout à l'heure, le miel, il sera à 100%. C'est-à-dire, il aura mangé toute l'énergie vitale du miel. 300% d'énergie en plus. Alors là pour l'instant, il n'y a pas de gnome. Par exemple, Salomon, tu dis,
Au gnome, c'est une offrande pour Dieu. C'est une offrande pour un gnome. Les gnomes. Mais non, regarde, qui c'est, il y en a un qui arrive. Ah, il y en a un, je crois. Déjà? Oui. Ils sont gourmands. Bon. Ils vont être contents. Il y en a plein qui arrivent. Ah ouais? Ils vont être à plusieurs sur le même pot. Laissez-moi, c'est pour moi. Le mieux, c'est qu'on va les laisser manger, on va aller en voir d'autres, et après on reviendra, on verra s'ils ont tout mangé. Bonne idée. J'ai amené plusieurs offrandes, mais on va pas en offrir qu'au gnome. Au maître elfe, je sais pas ce qu'on pourrait offrir. Au grand elfe. Là-bas, sur ce qu'on appelle les orgues. Tu vois, c'est ces choses qui font comme des draperies un peu là, ou comme plein de stalactites qui se sont rejoints. Et bien là, il y a la plus grande fée de la grotte. C'est une fée immense. Ah oui, la dernière fois, on l'a appelée, elle est venue. On pourrait lui poser des questions d'ailleurs. Je pense qu'elle est là depuis peut-être des millions d'années, puisque je pense que les fées sont immortelles. Même les grandes fées aiment ce qui bouge. Hmm? Même les grandes fées aiment ce qui est coloré et qui brille et tout. Ben, disons que les esprits aiment bien se mettre sur des rochers qui ont des formes, qui sont beaux. Ils aiment, voire même quand le rocher il a une forme d'un être, ça leur correspond bien, et hop, ils viennent s'y coller dessus. C'est pour ça que sur toutes les petites stalagmites qui ressemblent à des petits bonhommes, souvent il y a des gnomes qui sont collés dessus. Des gnomes et des nains de toutes sortes. Ça c'est vraiment les mondes souterrains qu'ils adorent. Mais moi ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des grandes fées sous terre. Et ces grottes s'appellent les grottes féeriques. Ben, c'est extraordinaire, parce que moi pendant longtemps j'ai cru que c'était quelque chose de touristique. En fait pas du tout, c'est vraiment réel. Si vous voulez, on peut appeler une fée si vous avez envie de lui poser des questions. Ouais. Ça vous dit? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'a fait venir ici? Ouais. Bah écoutez, on va la faire venir devant nous. On va l'appeler. Alors, grande fée, est-ce que tu voudrais venir ici? Devant nous, on aimerait te poser des questions. Elle est là. Vous la sentez? Ah oui, on la sent. Ah ben, alors, on va lui dire que si la réponse est positive, on va lui dire qu'elle se mette là, puis si la réponse est négative, qu'elle reste là. Quelle question vous auriez envie de lui poser? Est-ce qu'elle comprend bien notre langage? Allez. Alors vas-y, pose-lui, on va voir si elle se déplace. Grande fée, est-ce que tu comprends bien notre langage? Ouais. Ouais. D'après moi, vu qu'il y a beaucoup de visiteurs dans la grotte, elle a dû souvent entendre les Elle humains entend parler, et à la fin, elle a dû comprendre le langage. Qu'est-ce que tu aimerais lui poser comme question? Fée, est-ce que tu veux bien communiquer avec nous? Ouais, elle bouge lentement. Moyen. Peut-être qu'on la réveille. Toi, allez, chacun va poser une question. Est-ce qu'on t'a embêté pendant que tu dormais? Non. Non, ça Tu va. dormais pas. Ouf. Alors on va lui demander, est-ce que ça fait plusieurs milliers d'années que tu es ici?
Il n'avait peut-être pas conscience du temps libre. Je pense que si, parce qu'elle comprend bien notre langage. Elle a bougé. Tu la vois? Non. Ah. Demande-lui s'il est dans la 7e. Ah ouais, peut-être. Grande fée, est-ce que tu es dans la 7e dimension? Ouais. Ah ouais. C'est donc ça. Ah ouais, tu sais, c'est la première fois qu'on en rencontre, mais il faut dire que celle-là, elle est très très grande. C'est pas une fée ordinaire. Tu la vois, Valentin? C'était peut-être la reine de la Terre. Oh, c'est peut-être une autre même des fées de la tradition. On va lui demander. Est-ce que tu fais partie des 12 grandes fées de la tradition? D'après moi, elle est au-dessus. Est-ce que ton élément est la terre? Super direct. Une grande fée de la Terre. Mais au-dessus. Peut-être qu'elle régit les débats. Ah, on va lui demander, c'est peut-être un débat. Tu lui demandes? Grande fée, est-ce que tu es un débat de la terre? Oui, c'est un débat. C'est au-delà des fées. Mais les débats sont dans la 5e dimension d'habitude. C'est une grande fée, mais une grande fée d'Eva, quoi. Je sais pas si elle comprend très bien l'histoire de dimension. C'est quand même un classement humain. En tout cas, elle est au moins dans la 3e hiérarchie, c'est-à-dire elle doit gouverner les grandes fées. Elle. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment une grande fée? Toi, tu la vois, Valentin? C'est comme une grande fée. Comme une grande fée. Bon. On la remercie de nous avoir répondu et on l'invite à rejoindre ses orgues. Merci, grande fée. Un grand elfe. Ça ressemble à une fée. Les elfes ressemblent aux fées et ils sont à peu près la même taille. En fait, les elfes se sont mis dans les colonnes très fines et les grandes fées se sont mis dans les larges colonnes. Et là, dans les stalactites, il n'y a rien. Hein. Là, il va y avoir des petits dragons accrochés. Non. En tout cas, là, il y a un grand elfe aussi, je pense. Hein. Peut-être les épaules. Je dirais qu'il est posé sur le début de la pierre fine Ah ouais, t'as raison. et il dépasse. Eux, ils sont immortels, les elfes. Donc, c'est le faux, ils sont là depuis des milliers, des millions d'années. Hein. Et là, on dirait vraiment un village de gnomes. Il y a des Alors, on va en parler à un. On va essayer d'en appeler un pour voir si c'est un gnome. Par exemple, celui-là. Si tu es un gnome, est-ce que tu peux bouger ici? Voilà. Hop, il a bougé. Ah, c'est des gnomes alors. Hein. Là, il y en a un plus grand. Reviens. On Ok. dirait qu'il a des ailes. Lequel? Il y en a deux grands là. Ouais. Et celui qui est derrière. Ouais. Alors ça, ouais, c'est quand même un gnome. Hein. Ou un nain. C'est plus haut qu'un gnome. Ça, on n'a pas vu nain encore. Alors on va l'appeler lui. Les nains sont beaucoup dans les grottes. Est-ce que tu es un nain? Si tu es un nain, sors de ton caillou et viens ici. Quoi. Il est déjà là? Ah oui. Ah, ben, c'est un nain. C'est un nain. Ouais. On Ok. a déjà dit ça. Ben, j'hésitais, mais il est plus grand qu'un gnome. C'est pour ça que je me suis dit, ça doit être un nain. Ouais, puis il est plus large aussi. Non, le premier, celui-là c'était un gnome, mais l'autre, le dernier là-bas, celui-là c'est un nain. C'est des plus grands que. Mais quand le nain venait de bouger, t'as dit, oh tiens, c'est un nain. Ah bon? Ouais. Je me suis trompé alors. Merci. C'est rempli d'esprit de la nature ici.
regarde, il y en a qui vont très très haut. Ah ouais. On ne sait pas si c'est une stalagmite ou une stalactite. C'est un... Tu vois, c'est dommage que tout le monde admire toutes ces belles choses, mais personne ne prend conscience qu'elles sont habitées par des esprits de la nature et que si on communique avec eux, ben, on pourrait peut-être faire une alliance pour nettoyer la planète, par exemple. Enfin, eux, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Enfin, là, ça va, eux, ils sont pas appris par la pollution ici, mais c'est bien les seuls, peut-être. Hein. Encore les derniers lieux pas pollués. Du bas. C'est grand, c'est fin comme un elfe. Ouais, c'est comme un elfe. Ouais, c'est un elfe. C'est un elfe aussi? On va lui demander. Peut-être qu'il garde l'entrée dessus. Si tu es un elfe, mets-toi là. On va lui demander de bouger un peu. Hop. Il est là, c'est mieux. Est-ce que tu gardes le passage? Ouais. Oui. Désolé pour pas t'avoir demandé tout à l'heure. Ben, on a oublié de Moi, demander. j'ai demandé. Bon, ben merci. Merci. En fait, les gens s'imaginent que quand on fait un cadeau aux esprits de la nature, une pomme ou de la nourriture, ils se disent mais personne n'est venu le prendre. Ils pensent pas qu'en fait, eux, ils ont pris que l'énergie de la nourriture. Tu comprends? Mais c'est pour ça que quand on leur fait une offrande, il faut leur donner de la nourriture biologique ou des choses qui sont pleines d'énergie. Si vous leur donnez un truc chimique, le gnome il va rester 30 secondes, il va repartir, il va se dire tu te fous de ma figure. Ils aiment le chocolat, les... Mais Ouais, c'est bien. le bon chocolat noir, oui. Mais sinon, si tu leur donnes un chocolat de... Le chocolat blanc de supermarché, bah. Ouais. Il va venir juste 30 secondes par curiosité et puis il va repartir. Mais si Oh, tu alors, donnes c'est du pas bon bon, miel, le miel c'est ce qu'ils aiment le plus parce que ça contient beaucoup d'énergie vitale. Si tu leur donnes du bon miel, ils vont rester au moins une demi-heure avant de manger l'énergie parce que même dans un petit fond de miel comme ça, il y a beaucoup d'énergie. Donc il faut leur donner de la nourriture vivante si on veut faire des offrandes aux esprits de la nature. Des fruits, du miel, des noix, des choses comme ça. Voilà, donc nous venons de visiter une des plus belles grottes de France, un monde mystérieux, mais qui quand même a été creusé par toute l'eau qui descendit du Canigou, c'est la montagne sacrée des Catalans. Donc vous voyez, toute cette vallée s'est creusée et a creusé ces grottes. Alors il faut que vous sachiez quand même que dans ces grottes, eh bien, ce n'est pas mort, il y a de la vie dans ces grottes, il y a les esprits. Hein,
Les enfants ont pu apprécier tout à l'heure beaucoup d'inspiration dans cette grotte. Et si nous l'avons aménagée, c'était justement pour permettre au grand public de partager cette passion que nous avons et de découvrir que sous cette terre, il y a des choses à protéger, et de vraies richesses souterraines. Et en espérant que cette réalisation permettra à beaucoup de gens de prendre conscience, de faire apprécier aux enfants la qualité de la vie et que les parents puissent transmettre également ce message. Voilà, je vous remercie pour ce magnifique reportage. À bientôt et j'espère que beaucoup de monde viendra nous rendre visite.